et je vous partage l'écran. Vous voyez bien l'écran, c'est bon? Oui. Parfait. Ça. OK. Et donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'algèbre relationnelle. OK, donc, alors, si on regarde quels sont les opérateurs et les opérandes, donc je vous avais dit que ce sera un ensemble d'opérations qu'on va appliquer sur les relations. Donc nos opérandes ici seront les relations, donc ces tables-là qu'on avait avec les attributs par colonne et en ligne, on a nos différentes instances. Alors, ici, la relation, on peut la voir comme un ensemble de k-tuples. Chaque ligne sera un k-tuple, avec k étant ce qu'on va appeler l'arité de la relation. K, ça va juste dire, ça va juste nous renseigner sur le nombre d'attributs que va avoir la relation. Voilà, donc ça c'est une relation, le tableau ou l'ensemble de k-tuples. Chaque colonne ou chaque élément du tuple étant un attribut, ou la valeur prise par un des attributs. Alors, d'autres opérandes qu'on peut avoir, ça peut être des constantes ou des relations variables. Des relations constantes, des relations variables, qui vont avoir une certaine arité. D'accord? En fonction des opérations, il faudra qu'il y ait des contraintes d'arité qui soient respectées, mais on va voir ça tout de suite. Et sinon, par rapport aux opérateurs, donc les opérandes, c'était clair, on a des relations, que ce soit des relations constantes ou des variables. Et en termes d'opérateurs, on aura 5 opérateurs de base. D'accord? Alors, l'idée, c'était maintenant d'essayer de faire en sorte à ce que vous puissiez regarder ces deux relations-là. On imagine qu'on prend les relations R et S. Voilà, donc ici, R va avoir 3 attributs A, B et C. Avec voilà, la première ligne, le premier tuple, c'est petit a, petit b, petit c, le deuxième tuple, petit d, petit a, petit f, etc. Et on a une autre relation ici, S, grand S, qui a des attributs D, E et F, et qui a ici d'autres, des valeurs ici pour chacun de ces attributs-là. Alors, donc l'idée de ce jeu, entre guillemets, c'est d'essayer de voir quelle opération est-ce que vous auriez fait entre R et S pour obtenir ça. Donc, je vous laisse peut-être une minute d'essayer de voir les valeurs que prennent les tuples ici, les valeurs que prennent les tuples, que vont prendre les tuples ici, de voir quelle opération est-ce que vous auriez fait entre R et S pour obtenir ce résultat-là. En imaginant que ces deux relations-là seront compatibles. D'accord? Donc, c'est-à-dire, elles ont la même arité, elles ont 3 attributs chacune, et on imagine que le domaine de A est le même que le domaine de D, le domaine de B est le même que le domaine de E, et le domaine de C est le même que le domaine de F. OK? Alors, je vous laisse une minute regarder ça. Regardez les valeurs que vont prendre les tuples, et essayez de me dire quelle opération on aura pu faire entre R et S pour obtenir ce résultat-là à la fin. Quelle combinaison on aurait pu faire entre R et S. Est-ce que quelqu'un a une idée? On ajoute la première ligne de S à R. Oui, et il nous manquerait... en fait, ça reviendrait à prendre les deux premières... Enfin, la première ligne de S à R, oui, en effet. En fait, ce qu'on pourrait faire serait l'union entre R et S. Si on regarde quelles sont les lignes en commun qu'il y a entre R et S, la seule ligne qu'on a en commun, c'est la deuxième ligne de S
et qui correspond en fait déjà à la deuxième ligne de R. Là, on a DAF et là, on a DAF. Donc, si on fait l'union de ces deux relations-là, ça reviendrait à dire qu'on va rajouter la première ligne de S à R pour obtenir notre relation. Et donc voilà, la première opération qu'on va devoir utiliser, c'est l'union. D'accord? Donc, on peut prendre deux relations qui vont être compatibles, et si on fait leur union, ça revient à faire quoi? À prendre l'une des relations, voilà, prendre les éléments de l'autre relation qui ne sont pas dans la première et de les rajouter pour en faire notre relation qui sera le résultat de cette opération. D'accord? Donc là, on fait vraiment l'ensemble, l'union des ensembles des tuples, des relations. On va faire le même jeu ici avec une autre relation. Donc, je vous laisse voir cette relation. On a deux relations R et S, pareil que dans le cas précédent. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour obtenir la troisième relation ici? Alors, ce sont les mêmes relations. Donc, peut-être pour vous aider, l'élément commun, c'est la deuxième ligne de R et la deuxième ligne de S. Est-ce qu'on peut faire R moins R inter S? Oui, et même si on fait juste R moins S, on obtient déjà ça. En fait, on fait la différence ensembliste en fait, entre R et S. Donc, c'est-à-dire qu'on fait quoi? On va éliminer de R tous les éléments qui sont dans S. Donc, on va éliminer, si on regarde le premier élément ici, est-ce qu'il se trouve déjà dans R? Non, donc on n'a rien à éliminer. Si on regarde la deuxième ligne, il se trouve déjà dans R, donc on l'élimine. Et là, on se retrouve donc avec les éléments de R qui ne sont pas dans S. Donc c'est la différence en ensemble. Voilà, la différence ensembliste. Et on la note R moins S. L'union, on l'a noté avec un U. Okay. Donc ça, c'est notre deuxième opération. On va faire le même jeu ici pour cette relation-là, la troisième relation. On a les mêmes relations R et S. Qu'est-ce qu'on aurait fait ici pour obtenir cette grosse relation ici? Peut-être je peux vous donner un indice. Donc là, on a trois lignes, trois tuples. Ici, on en a deux. Et ici, on en a 6. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le nombre de colonnes. Ici, on en avait 3, 3. Et ici, on a 6 colonnes avec tous les attributs des deux relations. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour obtenir cette grosse relation? R fois S. Exactement. R fois S. R produit cartésien avec S. Donc, on prend chaque élément de R et on va le combiner à tous les éléments de S. Donc ici, vous voyez, on a ABC. On le combine avec DGA, donc la première ligne de S. Idem ici, on a la première ligne de R, ABC, avec, cette fois-ci, la deuxième ligne de S, DAF. On aura la même chose pour la deuxième ligne de R, ici, avec la première ligne de S, deuxième ligne de R, deuxième ligne de S, etc. Donc, c'est vraiment le produit cartésien entre R et S. Très bien. Donc là, on a vu nos trois opérations de base, donc le produit, la différence ensembliste et le produit cartésien.
Alors là, juste peut-être une petite précision en plus pour le produit cartésien. Donc, si on a une relation R avec une arité K1, donc c'est-à-dire avec K1 attribut, et une relation S avec une arité K2, donc K2 attribut, R fois S va nous donner, va nous générer un ensemble avec des tuples qui auront une arité de K1 K1, K1 plus K2, s'il y a une coquille. D'accord. Parce que ici, on va juste coller l'un avec l'autre. C'est le nombre de colonnes, en fait, le nombre de lignes qui multiplie, pas le nombre de colonnes. OK. Donc, petite coquille ici, je vais la corriger dans le diaporama. Hop. Donc là, on avait vu nos trois premières opérations. On va voir cette opération-là maintenant. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour obtenir à partir de R? Donc cette fois-ci, notre opération ne prend qu'une relation et nous renvoie une autre relation, celle-là en fait. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour trouver ça à partir de R? Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme genre R moins R de B pour supprimer la colonne B? Alors, on avait vu la différence, elle va se jouer sur les lignes. Cette opération, elle est intéressante parce qu'elle ne joue pas sur les lignes, mais sur les colonnes. Donc, toutes les opérations qu'on avait vues jusqu'à présent jouaient sur les lignes. Vous allez faire ou bien une combinaison des lignes, ou bien une union des lignes, ou bien une différence des lignes. Alors là, ça va être un peu différent. On joue donc sur cette... Et donc, pour les deux premières opérations, en tout cas, on avait besoin que nos bases de données soient, nos relations soient aient les mêmes domaines et les mêmes arités, les mêmes nombres d'attributs. Là, on prend juste une relation. Alors, vous l'avez bien vu, ce qu'il faut faire, c'est éliminer cette colonne B, ou, dit dans d'autres termes, ne conserver que ces deux colonnes-là, la colonne grand A et la colonne grand C. Et donc, l'opération qu'on va faire, c'est vraiment ça, en fait. C'est une opération de conservation de colonnes. Et on va appeler ça de projection. Donc, on va projeter notre relation initiale sur un sous-ensemble d'attributs. On va voir, si vous voulez, la projection de R que selon ces attributs-là. Là, en projetant sur A et C, on ne conserve que les colonnes grand A et grand C. Et donc, on perd la colonne grand B. Donc, alors, comment est-ce qu'on va noter cette opération de projection? On va la noter pi de A, C. Ici, on va mettre, donc là, on note A, C parce qu'on fait la projection sur les attributs A et C. Si on avait fait la projection sur B, par exemple, on aurait mis pi B ici en bas. Si on faisait sur B et C, par exemple, on aurait mis pi B, C. Et entre parenthèses, la relation R sur laquelle on fait la projection, sur laquelle on applique la projection. Et ça va nous permettre de ne conserver que les colonnes A et C. Et on élimine toutes les autres colonnes dans notre résultat. Voilà, donc cette opération-là, elle va être super importante. On va l'appliquer un grand nombre de fois. Et ça vous permet, par exemple, d'extraire des colonnes que vous allez trouver pertinentes ou intéressantes pour votre application donnée. Par exemple, si on prend l'exemple des médecins, si on avait un médecin avec son nom, son prénom, sa spécialité, on pourrait faire une opération de projection, par exemple, pour obtenir uniquement les spécialités des médecins. Voilà, donc là, on projette uniquement sur la colonne spécialité. Et on oublie complètement le nom et le prénom, si jamais on n'a pas besoin de ces informations-là.
Alors là, il y a quelques détails supplémentaires sur la projection. Alors, si on imagine qu'on a une relation R avec une arité K, donc avec K attributs, et on imagine donc que AI, ça sera le nom de l'attribut, du ième attribut de la relation, donc pour I allant de 1 jusqu'à K, étant donné qu'on n'a que K attributs. Alors, si jamais je prends un ensemble de M attributs, B1 jusqu'à Bm, avec voilà, B1 jusqu'à Bm des noms d'attributs qui seront dans la relation R ici. Notre projection, comment on la note? On la note pi. Ici, on met l'ensemble des attributs. Donc là, je répète dans le cas général ce que je vous ai expliqué dans l'exemple. Et ici, la relation. Et donc là, à la fin, on aura donc en sortie une relation qui va avoir une arité de M, donc des M tuples, M étant le nombre d'attributs que j'ai sélectionnés ici. Et les attributs sont restreints à l'ensemble sur lequel on a projeté de projection grand B. Voilà. En gros, ici, je vous explique de manière un petit peu plus formelle ce que je vous ai expliqué dans l'exemple. Donc là, on avait vu nos quatre opérations pour l'instant. Donc on avait vu l'union, la différence, le produit cartésien et la projection. Et là, donc, je vous laisse voir cette opération-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Là, on va... Du coup, ça va être notre dernière opération. On avait vu qu'on allait faire 5 opérations, de base en tout cas. Bah, cette fois-ci, on fait une opération sur la ligne, du coup. Oui. Et est-ce que là, par exemple, c'est blanc en haut, ça veut dire qu'on a décalé la ligne ou pas? Ou c'est juste parce que ça apparaît comme ça à l'écran? Pour la ligne A, B, C, elle n'est pas Ah oui, juste elle en est haut. décalée, en fait, elle devait être là, c'est ça. Oui, c'est juste parce que les images ont été centrées. Ok, d'accord. Mais sinon, en effet, c'est une opération sur les lignes. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a éliminé? On a éliminé une ligne. On a éliminé cette ligne-là, en fait. Pourquoi? Parce que ici, on a conservé, en fait, que les lignes pour lesquelles grand B, ou l'attribut grand B, vaut petit b. On a éliminé tout le reste. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la sélection. C'est une opération de sélection. C'est à peu près la même chose que la projection, mais cette fois-ci appliquée sur les lignes. Donc, comment est-ce qu'on va faire cette sélection? On va la noter déjà sigma pour sélection. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va mettre une condition, en fait. On va mettre une condition et on ne va sélectionner que les lignes qui vont respecter cette condition-là. Donc, je vais vous montrer peut-être tout de suite de manière un petit peu plus formelle. Donc là, la condition en question, c'était grand B. Donc les attributs dans la colonne grand B doivent avoir la valeur petit b. C'est ce que la condition ici veut nous dire. Et donc, on ne va garder que les lignes qui vont respecter cette condition-là. Donc, la première, elle respecte bien la condition. On a un petit b ici. La deuxième, non, donc on l'élimine. Et la troisième, si, donc on va la conserver. Voilà. Donc à la fin, on a donc 2 lignes seulement. Alors, si on voit de manière un petit peu plus formelle comment est-ce que ça va marcher. Alors, imaginons qu'on a grand F, une formule qui va impliquer des opérandes, que ce soit des constantes, des valeurs constantes, ou des noms d'attributs. Donc ça va être les opérandes de notre formule F. Donc on peut appliquer des opérations sur des constantes ou sur des noms d'attributs. On ne pourra pas appliquer
on ne pourra pas avoir comme opérante une relation elle-même. Donc, ça, donc il faudra faire attention à ça. C'est une erreur un peu courante d'essayer de mettre en tant qu'opérante des formules, des relations, mais ça ne va pas marcher. Donc, les opérandes peuvent être des constantes ou des noms d'attributs. On peut également, donc, dans la formule, on va pouvoir inclure des opérations arithmétiques d'égalité ou d'inégalité, donc plus petit que, égal, plus grand que, différent, etc. etc. Et on peut mettre aussi des opérateurs logiques. Donc, on peut mettre le « et », le « ou », le « non », etc. Et on peut donc combiner les opérandes, les opérations arithmétiques d'égalité ou d'inégalité et les opérateurs logiques, donc des « et », ou « non », principalement ces trois-là. Vous pouvez utiliser évidemment des opérateurs logiques qui sont des combinaisons de ces opérateurs logiques de base là, mais la plupart du temps, on va utiliser ces trois-là en fait. Et donc, en combinant ces éléments-là, vous allez pouvoir créer une formule F. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre sélection? On met donc sigma pour sélection. Et ici, on va mettre la formule F. D'accord? Donc, qui pourrait être une grosse formule ou une petite formule, ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire, avec des opérandes, des constantes, des noms d'attributs, des opérateurs arithmétiques d'égalité ou d'inégalité et des opérateurs logiques. Voilà. Donc F, c'est une grosse formule, ou une formule, voilà. Cette sélection va vous donner donc en sortie uniquement l'ensemble des tuples de la relation, le tuple T appartenant à la relation R, tel que la formule F va être évaluée à vrai. Donc, elle va être vraie pour ces tuples-là, et ce n'est que dans le cas où la formule est évaluée à vrai que vous aurez le tuple en sortie, dans la relation de sortie. Évidemment, F, donc dans l'exemple, elle n'impliquait qu'une colonne, donc un attribut, un nom d'attribut, mais évidemment, vous pouvez inclure bien plus qu'un seul nom d'attribut. Vous pouvez utiliser tous les attributs que vous voulez, etc. Donc ça peut être, la formule F peut être quelque chose d'assez riche. Voilà, donc là, on a vu nos cinq opérations. Donc, on a vu, pour rappel, l'union, la différence, ensembliste. On avait vu le produit cartésien. On avait vu la projection et la sélection. Et en fait, avec ces 5 opérations de base, on peut en déduire d'autres opérations. D'accord? Donc, une question assez récurrente est de dire, si on a l'union, pourquoi ne pas avoir l'intersection? On peut l'avoir, on peut utiliser l'opérateur intersection. En fait, cet opérateur d'intersection va être un opérateur dérivé à partir d'autres opérateurs de base. Donc là, la question que je vous posais, c'était comment est-ce qu'on pourrait déduire l'intersection à partir, en utilisant, disons, certains de nos opérateurs de base, de nos 5 opérateurs de base. Donc, je peux vous laisser 1 minute pour essayer de voir ça. Donc, pour essayer de trouver quelle serait la réponse, vous pouvez essayer de faire un dessin, vraiment d'essayer de voir sur un graphique qu'est-ce que va être cette intersection pour essayer de voir quelle serait l'opération. Comment est-ce qu'on pourrait déduire l'intersection à partir des autres opérations? Est-ce qu'on peut raisonner comme en proba? Oui, oui, oui. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra faire. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que l'intersection de A et B, ce serait A plus B moins l'union AB? Alors,
déjà, on n'avait pas en fait l'opération plus. Donc ça, je pense que tu es dans le bon chemin, mais en fait, on n'avait pas d'opération plus. Donc, mais en raisonnant un peu comme en proba, je pense que vous allez pouvoir trouver la réponse. En fait, si on regarde, on peut... Alors, la réponse est ça, donc R inter S. Donc, pour la première partie, donc ça sera quoi? Ça sera... on va essayer de faire un dessin en même temps. Non, c'est la notation, pardon. Hop. Donc, imaginons, on a R ici, et on a S ici. Donc, ce que nous, on cherche, c'est ça, ce truc-là, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait l'union entre R et S, donc qui nous donne absolument tout. Pardon, là, il y a une coquille, c'est R à la place de A, et c'est S à la place de B, c'est R ici, et c'est S ici. Ok, donc, autant pour moi. Alors, bon. Ok, donc, si on fait R moins S, on obtient quoi? On obtient juste ce bloc-là, en fait. D'accord? Si on fait S, pardon, c'est S moins R, on obtient ça. Voilà. Et R union S, c'était l'ensemble de tout. Donc, si on retranche à l'ensemble de tout, d'abord cette lune ici, ce croissant ici, et on retranche ensuite ce croissant-là, il nous reste que l'intersection en fait entre les deux. Voilà. Donc, en utilisant finalement l'union et les différences ensemblistes, on obtient donc notre intersection. Voilà. Donc, si jamais vous êtes amené à faire l'intersection, évidemment, c'est mieux d'utiliser directement l'opérateur intersection plutôt que d'utiliser cette opération combinée qui combine donc union et différence pour obtenir l'intersection. Voilà. Mais évidemment, on aurait pu également déduire la différence, par exemple, à partir de l'union et l'intersection. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Il s'avère que parmi les opérations de base, on va plutôt considérer l'union et la différence. Mais encore une fois, et ça c'est important, si jamais vous êtes amené à vouloir faire l'intersection entre deux relations, il vaut mieux directement utiliser l'opérateur intersection, s'il s'y prête. D'accord? Alors là, je voulais vous montrer un autre opérateur qui est encore un opérateur dérivé des opérateurs de base, mais qui peut s'avérer utile dans certains cas. Alors, il va s'avérer beaucoup moins utile que l'intersection, par exemple, mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer. Est-ce que vous pouvez déduire ce que c'est en regardant donc ces deux relations d'entrée, donc les opérations qu'on va fournir à notre opérateur, c'est R et S, et la sortie, c'est cette relation-là. C'est peut-être pas... C'est une opération qui n'est pas triviale. Alors, peut-être pour voir ce que ça peut être, vous pouvez faire le raisonnement inverse que celui qu'on avait fait pour le produit cartésien. Donc, ici, on part de une relation avec 4 colonnes et d'une relation avec 2 colonnes, et on se retrouve avec une relation beaucoup plus petite, donc avec 2 colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire
entre R et S pour obtenir ça. Vous pouvez également essayer de voir dans les deux colonnes ici, les deux dernières colonnes, quelles sont les lignes où on a des éléments de S qui vont apparaître. D'accord, donc je vais vous les marquer. On a celle-là, on a celle-là, celle-là. En fait, on a tout sauf les deux dernières. D'accord? Non, la dernière seulement. EF, on l'a ici. Donc ça, on ne l'a pas, OK. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a des AB, on a AB, on a ED, ED, et on a BC. Mais à chaque fois qu'on a AB, donc par exemple ici on a AB, et on a les deux éléments de S. Vous voyez, on a AB qui est avec CD et avec EF. Vous voyez bien. Ici pour ED, ED se voit également accompagné de CD et de EF. Alors que BC ne se voit accompagné que de EF et non pas de CD. Donc, si jamais on fait le produit cartésien entre S ou entre, si on note ça T par exemple, et on fait le produit entre T et S, on fait le produit cartésien entre les deux, qu'est-ce qu'on obtiendrait? On obtiendrait toutes ces lignes-là. On en perd quelques-unes. Et en fait, cette opération qui est un peu contre-intuitive à trouver, ce n'est pas aussi facile de trouver que ça, c'est la division entre R et S. Donc, si on fait le produit cartésien entre le résultat et S, on va retrouver plusieurs lignes, et en tout cas, toutes les lignes qui allaient correspondre donc à ce qui pouvait être représenté par ce produit cartésien entre S et T. D'accord? Donc, les autres lignes correspondraient un peu au reste de la division. Alors, c'est une opération qui ne va pas être hyper utile en pratique. Et en l'occurrence, de toute façon, c'est une opération qui peut être retrouvée à partir des opérateurs de base. Donc ici, on a la division qui, voilà, avec cette formule compliquée, qui fait d'ailleurs appel aux produits cartésiens, aux différences et aux projections, nous permet de retrouver la division entre R et S. Alors, est-ce que ça vaut la peine que je rentre dans les détails de la division? Peut-être pas. C'est vraiment une opération marginale. On ne va pas vraiment l'utiliser de manière très, très courante. D'accord? Donc, je vais peut-être passer à la suite pour essayer de gagner un peu de temps. Après, on pourra rentrer dans les détails si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus, mais je pense que ça ne vaut pas forcément la peine d'un point de vue pratique de rentrer dans les détails de la division, de toute façon. Par contre, l'opération suivante, elle sera beaucoup plus importante. On va l'utiliser de manière beaucoup plus fréquente. Et dans ce cas-là, je vais vous demander d'essayer de trouver ce que ça pourrait être. Quelle opération est-ce qu'on ferait? Même si vous n'avez pas de nom, qu'est-ce qu'on essaye de faire entre R et S pour obtenir ça? Déjà, si on regarde la taille,
de la relation qu'on va obtenir et si on regarde les colonnes qu'on obtient, quelle opération on aurait pu faire parmi les 5 opérations de base? Un produit cartésien. Oui, un produit cartésien, exactement. Alors, en termes de nombre de lignes, ici on en a 3, ici on en a 2. Dans le produit cartésien, si on avait fait le produit cartésien, on aurait obtenu combien de lignes? 6. 6. Ici, on n'en a que 3. Donc, quelle opération permettait de réduire le nombre de lignes? La sélection. La sélection, en particulier la sélection qui permettait de rajouter une contrainte et de ne sélectionner que les lignes qui respectaient la contrainte en question. Et en effet, donc, ça sera l'opération qu'on va voir tout de suite, ça va être la combinaison entre le produit cartésien suivi d'une sélection. Alors, ça va être ce qu'on appelle une jointure, d'accord? On la note, donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la jointure θ, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la note comme ça déjà, on note une relation ici, on note ce symbole-là qui est un nœud papillon, voilà, comme ça. Ici, on met notre formule et ici, on met la deuxième relation. Donc, dans ce cas-là, on avait fait donc le produit cartésien, si vous voulez, et ensuite on fait une sélection sur la condition suivante. Il faut que les éléments de B soient plus petits que les éléments de D. On ne va conserver que les lignes pour lesquelles les éléments de B seront plus petits que les éléments de D. Donc ici, par exemple, si on regarde B et D, en effet, B on est à 2, D on est à 3, D on est à 2, D on est à 6, B on est à 5, D on est à 6. Donc ça, on a sélectionné ça. On aurait pu évidemment dans le produit cartésien avoir quelque chose comme si on a un élément de la dernière ligne de R, combiné par exemple avec le premier élément de S, on aurait eu 7, 8, 9, 3, 1, chose qu'on n'a pas ici. Pourquoi? Parce que B, dans ce cas-là, vaut 8 et D vaut 3. Donc, il n'est pas sélectionné par notre le critère de la sélection qui est là. Donc, d'un point de vue un peu plus formel, cette opération de jointure va se faire comment? Elle se fait, donc on prend en entrée une relation R, elle a une arité de R, petit r, une relation S avec une arité petit s, et on a notre formule de comparaison. Alors là, on a un opérateur de comparaison, ça peut être un égal, plus petit que, plus grand que, etc. Et qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, R jointure S avec ce critère-là, ça revient à faire quoi? Ça revient à dire que je fais une sélection sur ce critère-là, qui est donc ici l'attribut, le IM attribut de R, l'opération ici qui peut être un égal, un plus petit que, plus grand que, différent de, ou quoi que ce soit, et R plus J étant donc la JM colonne de S, ou si vous voulez, la R plus JM colonne du produit cartésien déjà de R fois S. D'accord? Ici, évidemment, vous pouvez remplacer ces indices des attributs par les noms des attributs. D'accord? Ça serait d'ailleurs plus simple. Et évidemment, on a d'abord appliqué le produit cartésien. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est on applique un produit cartésien et ensuite, on applique une sélection avec un certain critère. Voilà. Et θ ici sera la formule qu'on va utiliser pour faire notre sélection. Voilà. Et cette opération-là, on va l'utiliser de manière très, très fréquente. D'accord? Donc, c'est là, il faut bien retenir comment ça marche.
Donc, on fait le produit cartésien et ensuite on fait des sélections là-dessus. Donc là, je vous montre une autre opération qui pourrait être, qui est très utile également, qui est très employée, qui est similaire à l'opération qu'on vient de voir. Donc là, on a deux relations. On imagine on a la relation R et S. R va avoir trois attributs, grand A, grand B, grand C, et S va avoir également trois attributs, elle pourrait en avoir plus. Dans ce cas-là, c'est grand B, grand C et grand D. Et le résultat, c'est une plus grosse relation qui contient en termes d'attributs, les attributs grand A, grand B, grand C et grand D. Donc, on a plus d'attributs, on a également plus de lignes. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Quelle opération en interne vous pensez que cette opération combinée va utiliser? Pour augmenter le nombre de colonnes, quelle était la seule opération qu'on avait vue qui permettait d'augmenter le nombre de colonnes? Un produit cartésien. Oui, un produit cartésien. Sauf que là, en plus, on n'a pas vraiment le même nombre, le nombre de colonnes qu'on aurait pu avoir avec un produit cartésien. Avec un produit cartésien, on en obtenait le nombre de colonnes de R plus le nombre de colonnes de S. Là, on en a un peu moins. On en a un peu moins, donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en a en moins? Si vous regardez en moins, on a les colonnes qui sont communes, en fait, ici, entre R et S. Donc, en fait, on aurait pu faire une projection sur uniquement l'une des deux, enfin, que ce soit les BC de R ou les BC de S. Et donc, peut-être si je passe directement à la réponse, ça va être, on aura, juste avant, si on regarde le nombre de lignes, si on fait le produit cartésien, on aurait eu 4 fois 3 nombre de lignes, donc 12 lignes. Ici, on en a moins. Et comme dans le cas précédent, on aurait pu faire une sélection sur les lignes pour réduire un peu le nombre de lignes. Alors, quel est le nom de cette opération qu'on va utiliser énormément en pratique? Ça va être ce qu'on appelle la jointure naturelle. On la note directement R, voilà l'opérateur jointure ici, qui est voilà ce symbole ici, et S. Alors, comment est-ce que cette jointure naturelle va marcher? Alors, déjà, elle peut être appliquée si et seulement si les relations R et S vont avoir des colonnes nommées. Donc, si chaque attribut a un nom. C'est ce qu'on avait vu les relations qui avaient des noms dans les colonnes. Donc, ça va s'appliquer dans notre cas. Si vous avez des relations qui n'ont pas de nom, ça ne pourrait pas s'appliquer. Voilà. De toute façon, vu comme nous, on a défini les relations, elles vont avoir toujours des noms, donc on pourrait l'appliquer. Alors, la première étape, c'est de calculer le produit cartésien entre R et S. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va conserver les tuples, on va conserver les lignes de R et S qui ont des valeurs coïncidentes, qui ont les mêmes valeurs pour les attributs qui ont des noms, qui ont les mêmes noms dans R et dans S. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple ici, je combine R et S, donc à la fin, je vais obtenir, si je fais le produit cartésien, je vais obtenir 6 colonnes, et je ne vais conserver les lignes de R fois S que si le B de R et le B de S sont égaux, et si le C de R et le C de S sont égaux dans notre produit cartésien. D'accord? Donc, à la fin de ces deux étapes-là, du produit cartésien suivi de la sélection, toutes les lignes auront les mêmes valeurs. Enfin, pour une ligne donnée, la valeur que va prendre B, R, si vous voulez, B de R et le B de S seront la même valeur. Idem pour C.
D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a fait cette sélection, on ne va conserver que l'un des attributs. D'accord? Donc, ici, au lieu de garder les deux attributs B, les deux attributs C, on ne garde qu'un des attributs B et un des attributs C. Alors, est-ce que le choix d'en prendre un ou l'autre est important? Non, parce que de toute façon, ils vont avoir toutes les lignes selon B, enfin, les valeurs selon cette colonne de B et cette colonne de B, selon les différentes lignes, seront les mêmes. Idem pour C. D'accord? Donc, qu'on prenne une ou l'autre des colonnes, ça sera la même chose. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? En gros, si on récapitule, on fait un produit cartésien, on fait une sélection et on fait une projection pour ne garder que l'une des deux colonnes qui serait dupliquée. D'accord? Alors, est-ce que c'est suffisamment clair ou vous voulez qu'on regarde cet exemple au complet, enfin, qu'on essaie de le décortiquer en entier? Qu'on essaie de faire depuis le produit cartésien, ou vous voulez peut-être un peu de temps pour vous, de votre côté, essayer de faire le produit cartésien, la sélection et ensuite la projection pour voir comment va marcher cette jointure naturelle. Si vous voulez, je vous laisse quelques minutes, sauf si vous avez bien compris. Dans ce cas-là, on peut continuer, mais ça peut peut-être valoir le coup de vous laisser quelques minutes pour essayer de la faire vous-même. Oui, moi je veux bien essayer de la faire D'accord. rapidement. Donc, je vous laisse quelques minutes et ensuite, on pourra essayer de la faire ensemble. Ok, je vais prendre la tablette pour écrire et le faire ensemble pour vous montrer bien la jointure naturelle. D'accord? En attendant, vous pouvez commencer, voilà, vous appliquez les étapes qui sont décrites à la diapo 25. En attendant que je connecte ça. Et on fera la correction un peu ensemble. Ok. Donc, on va essayer de faire d'abord le produit cartésien entre R et S. Vous voyez bien l'écran?
de la tablette. Non, ouais, toujours le diapo. Est-ce que Ah. vous pouvez couper un de vos demi-cours parce que du coup, ça fait un peu de l'écho. Moi. Donc là, vous voyez la tablette normalement. Oui, là, c'est bon. Oui, mais en fait, on vous entend en double. Ah mince. Hop. Couper le Merci, micro. c'est mieux là. Ok. Donc là, si on fait le produit cartésien, est-ce que quelqu'un peut me dicter ce que ça va nous donner? Donc on combine pour chacune des lignes de R, on les combine avec toutes les lignes de S. D'accord? Donc je vais prendre la première. Donc. En termes de nom de colonnes, on aurait donc toutes les colonnes de S, toutes les colonnes de R et toutes les colonnes de S. Maintenant, si on prend la première ligne de R, voilà, maintenant on va la combiner avec toutes les lignes de S. Donc B, C et D. Et si on reprend la même ligne, on la combine avec cette fois-ci la deuxième ligne, B, C, E. Idem, A, B, C. On la combine avec la troisième ligne de S, cette fois-ci. A, D et B. Rebelote avec la deuxième ligne de R, qui est donc D, B, C, qu'on va retrouver 3 fois. Donc là, je vais recopier ça 3 fois. La première fois avec la première ligne de S, pardon. B, C et D. Pardon, j'en dirai un peu. Voilà. Deuxième ligne de S maintenant. B, C et E. Dernière ligne de S. A, D et B. Même chose pour la troisième ligne de R. Donc B, B et F. B, B, F. B, B, F. On va la retrouver 3 fois. Donc là, je vais juste recopier ça. Là, je recoller ça ici. Voilà. Ce sont les 3 lignes de S avec lesquelles on combine ça. Et maintenant, on a la même chose pour la dernière ligne, C, A et D. C, A et D. C, A et D. Et je vais recoller ça ici. Voilà. Voilà, donc ça, c'est notre produit cartésien. Je vais juste mettre une ligne ici pour séparer. Ok, donc la deuxième étape, si on regarde, elle nous disait de ne conserver les tuples que dans le cas où ils avaient des valeurs coïncidentes pour chacun des attributs communs entre R et S. Alors, quels étaient les attributs communs B et C, qui devaient être coïncidents avec ce B-là, et C qui devait coïncider avec ce B-là, ce C-là, pardon. Donc maintenant, on va rayer les lignes qui ne vont pas. Donc, qu'est-ce que la première va bien? On a B et C, B et C. B et C, B et C, c'est bon. B et C, A et D. Donc, ça ne va pas. Je vais le rayer. B et C, 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 A et D. Ça disparaît. BF, BC, ça ne va pas. BF, BC, ça ne va pas. BF, AD, ça ne va pas. AD, BC, ça ne va pas. AD, BC, ça ne va pas. AD, AD. C'est bon, je conserve.
Et maintenant, on vous dit que vous allez faire une projection et vous allez garder que l'un des B et l'un des C. Donc, par exemple, j'élimine cette colonne-là et cette colonne-là. Et donc, ça vous donne donc la jointure naturelle entre R et S. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Donc, je vais vous repartager l'écran. Monsieur, on vous entend pas? Oui, merci. Donc, je vous disais, là, on a vu un peu plus dans le détail pour la jointure naturelle, sachant que ça sera pareil pour la jointure θ, ça sera même plus simple parce qu'on n'aura pas à faire l'étape de projection par la suite. D'accord? On aura juste le produit cartésien suivi d'une sélection avec un critère donné. Donc là, il y avait un petit exo qui consistait à écrire la jointure naturelle en utilisant les opérations de base. C'est donné d'elle-même parce que donc on a vu que d'abord on applique le produit cartésien, donc vous faites R croix S. Ensuite, il faudra faire la sélection. Donc là, il faudra juste écrire qu'on va faire une sélection sur les ensembles qui sont communs aux deux, avec une égalité. Et ensuite, la projection sur l'un des deux ensembles. D'accord? Donc, dans l'exemple précédent, c'est très facile à écrire. Okay? C'est dans le cas un peu général où il faudrait prendre une notation un peu comme celle-là, qui se veut un peu plus générale pour essayer de faire ça. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que les jointures sont une combinaison entre un produit cartésien suivi d'une sélection. Voilà, c'est le principal. Et la jointure naturelle, en plus, va avoir une opération de projection pour ne conserver que, pour éliminer, si vous voulez, les colonnes qui seront en double. C'est tout. Et donc là, on était arrivé presque à la fin. Donc là, je vous donnais deux exercices qu'on va faire maintenant parce qu'on a un peu de temps. Donc le premier exercice pouvait s'appliquer directement au modèle relationnel qu'on avait obtenu avec les séries de télé, dans l'exo des séries de télé. Et là, l'idée, c'était d'appliquer les opérations pour obtenir des informations qui nous intéressent. Donc, par exemple, la première opération qu'on va vouloir faire, c'est d'obtenir la liste des acteurs qui auront joué dans le premier épisode de chaque saison de Game of Thrones. D'accord? Donc, avec les opérations qu'on a vues, on va essayer d'obtenir l'information qu'on vous demande ici. Donc, de faire la requête pour obtenir l'information qu'on vous demande. Et donc, voilà, on aura quatre petits exercices comme ça à faire avec les opérations qu'on a vues sur le modèle relationnel qu'on a obtenu la dernière fois. Voilà. Donc, je vous invite à attaquer ça. Et sinon, vous aurez un autre exercice, c'est l'exercice 2 ici, qui va vous poser encore une fois des questions pour faire un peu d'algèbre relationnelle sur un exercice qu'on n'a pas encore vu, que je vais vous envoyer tout de suite, que je vais vous mettre sur Discord tout de suite,
qui va avoir comme but de faire ce qu'on a fait pour les séries télé. Donc, c'est un texte. Il faudra faire le passage vers le modèle entité-association, puis vers le modèle relationnel. Et finalement, on va faire des requêtes sur le modèle relationnel qu'on aura obtenu. Donc, l'idée maintenant, jusqu'à la fin du cours, voilà, donc on a une demi-heure à peu près, sera de faire cet exo-là pour s'entraîner sur les opérations d'algèbre relationnelle et de passer au deuxième exercice. D'accord? Je vais vous envoyer ça sur Discord. Et donc là, je vous invite à basculer sur Discord en groupe pour essayer d'attaquer ces deux exos. D'accord? Donc avant de passer aux exercices, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on regarde des points en particulier? Non, pas forcément. Donc j'arrête le partage.